Que serait la musique en France sans les musiciens italiens? Effectivement, de tout temps, les musiciens italiens ont contribué à renforcer l'image d'un pays terre des arts. Il faut se souvenir que Giovanni Battista Lulli, mieux connu sous le nom de Jean-Baptiste Lully, est devenu musicien officiel de la cour de Louis XIV. Mais le chemin a été long, laborieux pour la plupart de ces musiciens qui sillonnaient les routes pour se faire entendre dans toutes les cours, les salons, les villes, à la recherche de la gloire. La figure de Vitalis, dans l'ouvrage d'Hector Malot, incarne parfaitement cette figure du musicien italien à la conquête de toutes les routes. La mandoline est devenue très vite un instrument populaire, car sa facilité de jeu l'emportait sur le luth, de même que son coût. À partir du XVIIIe siècle, les compositeurs italiens écrivent des œuvres pour la mandoline. Elle investit peu à peu le répertoire de l'opéra. Don Juan de Mozart, rappelez-vous, joue sa sérénade à la mandoline. L'instrument connaît une sorte d'âge d'or au tournant du XXe siècle, grâce à des adaptations du folklore européen, populaire, de chansons à la mode. De très nombreux arrangements d'œuvres classiques sont également proposés aux amateurs. Baptistine Baudin prend la pose devant l'objectif d'Édouard Cornet, sa mandoline à la main, assise sur un élégant banc de rocaille. Gennaro et Mariana di Roma, mariés sans l'aval des parents de Mariana, fuient donc l'Italie pour venir s'installer à Marseille en 1889. Ils ouvrent un magasin rue Caisserie où Gennaro fabrique et vend des mandolines. On le trouve listé dans l'indicateur marseillais ainsi que de nombreux professeurs de mandoline. 2 enfants naissent à Marseille, Raphaël et Conchita. Les codes du portrait photographique empruntent encore à ceux de la peinture et du théâtre. Les postures sont figées et mises en scène. La photo fabrique le souvenir familial, début d'une généalogie prometteuse, mais elle montre aussi la réussite des parents. Raphaël porte fièrement une réalisation paternelle et comme sa sœur, vêtue de propre et de neuf, se tient sage comme une image. Si Vincent Scotto n'a jamais joué de mandoline, il a vécu la guitare à la main. Né le 21 avril 1874 quai Rive-Neuve à Marseille, ses parents viennent d'Italie, de Procida, une île de la baie de Naples. La vie est heureuse dans cette famille modeste. Le jeune Vincent travaille à l'atelier d'ébénisterie de son frère, mais en réalité, c'est la musique qui l'attire. Son père lui fait donner quelques leçons de guitare et très vite le garçon se débrouille. À 12 ans, il se déclare guitariste pour noces et banquets. Il aimera se souvenir de cette époque où il se comportait comme un vrai troubadour, accompagnant chanteurs et convives pour apporter la gaieté à toutes les fêtes, à une époque où, les pianos étant rares, son concours était apprécié. Comme beaucoup d'enfants, il fréquente l'œuvre paroissiale du quartier Saint-Victor, où le chanoine Béranger a écrit une pastorale que Vincent met en musique alors qu'il n'a que 14 ans. Il fait ses débuts sur la scène dans le rôle de pistachier, multipliant les facéties. Après la mort de sa mère, en 1906, Scotto n'a qu'une idée en tête, conquérir Paris. Durant les années folles, il écrit un rythme effréné. Il ne reste pas uniquement dans le registre marseillais, mais se met à l'ambiance du music-hall et enchaîne les succès. Sa production est immense, 4000 chansons, interprétées par les plus grands chanteurs de l'époque, Maurice Chevalier, Bourvil, Joséphine Baker, Tino Rossi, 60 opéras, 200 musiques de films, dont celle pour Pagnol. Passé les années 20, avec le succès de Marcel Pagnol, les chanteurs méridionaux reprennent un peu leur accent qu'ils avaient dû abandonner pour percer. Encouragé par son gendre Alibert, il monte des opérettes sur fond de Marseille, pastis et galéjades. Le succès est immense. Il réitère avec 3 de la Marine, opérettes qu'il situe à Toulon. Ce sont pour ces opérettes qu'il compose des chansons intemporelles qui fleurent bon le soleil et la Méditerranée et vous donnent toujours d'aller au bout de la terre en empruntant la Canebière.